Bienvenue sur la chaîne de Black Sea Storm. J'ai voulu faire une vidéo depuis Medellín, Colombia, en français, sur moi-même et sur le projet Black Sea Storm. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu en français sur cette chaîne. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en français. À commencer par moi-même, je suis né, je m'appelle Ali Deniz Özkan, je suis né en Turquie en 1975. Après, en 1984, avec ma famille, nous avons immigré en Suisse, à Genève. J'y suis resté jusqu'à 1999, 99. Et après, je suis parti vivre à San Diego, San Diego en Californie. J'y suis resté 11 ans et demi à San Diego. Après, je suis revenu en Suisse. Je suis resté 6 ans au total. Et après, je suis parti pour l'Amérique latine. Je suis parti tout d'abord en Argentine. Et après, je suis devenu nomade. Je suis devenu nomade en 2017, je suis parti en Argentine. Mi-2018, je suis devenu nomade. Et là, nous sommes en 2025. Et jusqu'à tout proche, jusqu'à maintenant en fait, j'ai vécu cette vie nomade en Amérique latine. Juste en 2022, je suis allé en Turquie, mon pays d'origine, faire une tournée avec Black Sea Storm, une tournée de Turquie avec 21 dates. Et après avoir vécu 8 ans en tant que nomade en Amérique latine, j'ai décidé de m'installer, de prendre résidence. En fait, au début, j'avais déjà résidence en Argentine. Donc j'avais le carte de séjour et carte d'identification argentin. Et là, en 2024, j'ai décidé de m'établir au Paraguay. J'ai découvert le Paraguay. Le Paraguay cochait toutes les cases pour moi. Et donc j'ai décidé, maintenant je suis résident du Paraguay. Mais actuellement, je suis à Medellín, en Colombie. Donc je suis allé 2 fois au Paraguay. Donc c'était d'abord pour faire la première remise des papiers. Après je suis revenu, j'ai eu pas mal de petits problèmes, notamment dû au fait que je suis binational. Je vais laisser passer ce magnifique chrono. Je ne sais pas si on le voit. Mais après, je suis resté 9 mois. Donc la première fois, 2 mois, après 9 mois. Et là, j'ai tous mes papiers et tout. Donc, c'est ma 5e fois à Medellín. Donc, ça fait 8 ans que je vis en tant que nomade, mais je ne suis pas en mode, on va dire, tour du monde, je veux tout voir. Je suis plus, c'est presque du semi-nomadisme en fait. Je vais dans un endroit, je reste souvent plusieurs mois. Et aussi j'aime bien revenir aux mêmes endroits. De cette manière-là, je peux tisser des liens avec les gens. Et donc je suis allé, donc là c'est 5e fois à Medellín, je suis allé 6 fois à Mazatlán, en Sinaloa, je suis allé 2 fois à Sonora, je suis allé 2 fois à Culiacán, je suis allé 2 fois à Oaxaca, je suis allé je crois 8 fois à Querétaro. 3-4 fois à Ciudad de México, je suis allé 2 fois à Lima. Donc voilà, j'ai un peu une autre approche. En fait, j'aime bien retourner aux mêmes endroits. Comme ça me met en perspective les choses. Donc là, dans les grandes lignes, c'est un peu ma vie. Né en Turquie, grandi en Suisse, immigré aux États-Unis pendant un bon bout de temps. J'ai aussi fait mes études là-bas.
Et après revenu en Suisse et reparti là en Amérique latine. Et là je pense que là c'est bon, là je crois que ouais, Paraguay ça va être ma base. Là j'ai un peu décidé ça. Comme le monde est en train de tourner et tout. Donc être nomade c'est super. En fait il y a beaucoup d'avantages à être 100% nomade. Mais là quand même je suis content de m'établir un petit peu au Paraguay. Et surtout que là c'est vraiment... c'est une période très excitante. Tout est en train de boomer, les gens sont sympas. Et c'est un peu ça qui m'a fait un peu revenir au français en fait. Parce que pendant tout ce séjour en Amérique latine, je restais un peu loin des étrangers. Parce que je parle couramment espagnol. Donc j'ai appris l'espagnol en fait quand je vivais à San Diego aux États-Unis. Donc je me débrouille bien en espagnol. Donc j'avais pas trop besoin d'être avec des immigrés européens ou américains. Mais là, à Asunción, Paraguay, on commence à rencontrer des Français, ils sont de haute qualité. Vraiment des gens, des super personnes et aussi avec un peu la même vision de vie, même vision du monde et tout. Donc là, j'ai commencé un peu à m'ouvrir parce que grâce aux Français, j'ai réussi à connaître pas mal de gens de qualité. Maintenant, Black Sea Storm, donc à la base je suis musicien, depuis l'âge de 14 ans je joue dans des groupes. À la base bien que j'ai commencé en tant qu'adolescent avec une guitare et tout, je me considère à la base comme bassiste. Je suis bassiste à la base et donc j'ai fait mes premiers albums, on va dire qui sont sortis, qui ont été lancés en tant que bassiste. Donc ma carrière a vraiment commencé plus en tant que bassiste. Donc j'ai joué en Suisse avec un groupe qui s'appelait Swan, S-W-O-A-N. Et après ce groupe a splitté un peu au mauvais moment. Et donc moi ça m'avait vraiment attristé à l'époque. Et donc j'ai pris ma basse sur le dos et je suis parti aux États-Unis. Donc aux États-Unis, j'ai passé un petit peu de temps à m'adapter et tout. Et après j'ai commencé à jouer dans un groupe qui s'appelait Bosom of the Urgent West. Donc on a fait quelques concerts, ouais, une vingtaine de concerts avec ce groupe. Et après les deux guitaristes nous ont quittés. J'aurais été deux guitares, basse, batterie. Les deux guitaristes, la même semaine, pour des différentes raisons, nous ont quittés. Et avec le batteur Chris, on s'est dit, on fait quoi? On continue ensemble Et lui, il venait de la côte Est en fait. C'était pas un gars de San Diego, mais il venait de la côte Est. Ça faisait pas trop longtemps qu'il était là et puis il voulait rocker. Et lui, il est musicien, il a fait des études de musique et tout, donc un compositeur et tout. Donc là, il était à la batterie, donc avec lui on a commencé à chercher des gens, on a commencé à auditionner des guitaristes. Et on a rencontré Kenny. Et avec Kenny, on a vraiment bien cliqué. Vraiment, c'est un guitariste génial. Et on a créé le groupe Channing Cope. Channing, c'est C-H-A-N-N-I-A-I. Je ne sais plus l'appeler en français. Channing, C-H-A-N-N-I-N-G. Channing, espace, C-O-P-E. Channing Cope. Donc on a créé ce groupe et on a sorti notre premier album tout seul. Et le deuxième album, on s'est fait signer sur un label national. Et après, troisième album, on a fait beaucoup de tournées. Une douzaine de tournées, et dont une tournée américaine de 1 mois. Tournée complète des États-Unis. Donc c'était super. J'ai pu vivre mon rêve américain en tant que rocker, notamment grâce à Channing Cope. Et en fait, en 2002, quand on a commencé Channing Cope, en fait, je voulais faire que ça, moi. Je voulais vraiment faire de la musique. On avait déjà 3 répètes par semaine. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire les jours où j'ai pas de... On n'a pas de répétition. J'oublie les termes rock. Tellement longtemps que j'ai pas joué dans un groupe francophone.
les répétitions. Et donc j'ai créé ce projet Black Sea Storm en 2002. Donc là, ça fait que le projet il a 23 ans au total. Comme laboratoire en fait, comme laboratoire justement pour développer l'écriture des morceaux. Et aussi dans Channing Cope, je me suis retrouvé, parce qu'à la base j'étais que bassiste, mais dans Channing Cope, je me suis retrouvé à chanter. Et chanter et jouer de la basse. Et là aussi, je voulais me développer, surtout chanter en anglais et tout. Je voulais me développer et tout. Donc j'ai commencé ce projet. Donc au tout début, je ne crois pas qu'il s'appelait Black Sea Storm, mais je crois que j'ai acheté le nom de domaine blackseastorm.com en 2006. Et donc pendant très longtemps, ça a été un projet un peu un projet d'enregistrement en fait. Mais aussi j'ai l'intérêt pour le développement web. Donc au tout début, dans les fins des années 90, je faisais déjà des sites en HTML et tout. Donc pendant un moment, c'est avant qu'il y ait Spotify et tout ça, donc bien qu'avant qu'il y ait même, comment ça s'appelait, il y avait une autre plateforme, j'ai oublié le nom. Même bien avant ça, en fait, depuis mon site web, je partageais des MP3. Donc à l'époque, j'écrivais genre la chanson en un soir en fait, et je le mettais en ligne. Et j'avais des amis d'Europe, de Turquie qui téléchargeaient, qui écoutaient ça. Et, donc ça a un peu commencé comme ça. Après, il y a eu, je me rappelle plus, il y avait une plateforme MySpace. Waouh, ça ne rajeunit pas. Ouais, il y a eu MySpace. Donc là, j'avais aussi profil Black Sea Storm. Et j'avais pas mal d'écoute. Pas mal de gens s'intéressaient. Et comme j'étais rocker aux États-Unis, d'origine turque et tout, j'avais pas mal de gens en Turquie qui me suivaient et tout. Et là, c'était une époque où de l'internet qui était sain en fait. Il y avait vraiment de l'intérêt, on avait vraiment l'impression de... Même Facebook au début, on ne se battait pas pour l'attention, c'était plus... les gens recherchaient, nous trouvaient, on avait des... Donc je me suis fait pas mal d'amis en fait durant cette époque. Les gens avec qui j'échangeais, je les ai connus des années après en fait. Et les gens, ils m'avaient trouvé à travers le projet Black Sea Storm. Et le truc qui est vraiment génial, c'est que je pense que la musique que je fais avec Black Sea Storm, ça agit un peu comme un filtre. Parce que ça m'a qu'amené des gens bien en fait. J'ai jamais eu parce que c'est pas vraiment un projet qui a un grand potentiel commercial. Donc j'ai jamais eu des managers, des machins, des gens intéressés. Mais les gens que ça m'a amené, les amitiés que ça m'a amené, toujours des gens super. Donc pour ça, je suis vraiment reconnaissant d'avoir ce projet Black Sea Storm. Et après, ce qui s'est passé, c'est que donc Chris a quitté le groupe, Channing Cope. Après, on a pris Brandon d'un groupe qui s'appelle Sleeping People. Vraiment un batteur hors norme. Donc on a continué avec lui pendant une année, mais ouais, je pense que lui, il avait des problèmes personnels et tout. Donc on n'a jamais réussi à écrire ensemble, mais les concerts étaient juste fantastiques, quoi. Comme il jouait nos morceaux, comment il les interprétait. Donc on a fait, je ne sais pas combien de concerts on a fait avec lui, mais pendant une année, ça. Et après lui, il a quitté le groupe. Puis on a essayé avec Kenny d'écrire. Parce qu'on se disait, voilà, toi tu fais la guitare, moi je fais la basse. En fait, toutes les notes viennent de nous, tu vois. Donc c'était ça l'idée. Donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes à écrire, tu vois. Et ben c'est là où on s'est trompé en fait. C'est là où il faut jamais sous-estimer le rôle de chacun, parce qu'en fait,
on s'est rendu compte que en fait, la mayonnaise, ça prenait avec Chris. Parce que Chris, il venait quand même, tu vois, bon, il était batteur dans le groupe, mais il venait quand même, il avait un background de compositeur. Et ce que je trouvais, en fait, il nous manageait, il manageait notre créativité. Et c'est un mec qui est super comique, c'est un clown, quoi. C'est un mec super comique. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte de ça tout de suite. Mais en fait, ce qu'il faisait, et c'est un gars vachement intelligent. En fait, il nous observait, tu vois, derrière sa batterie. Parce que Kenny et moi, des fois, on se connecte et on a de la bonne inspiration. Et en fait, quand on n'était pas inspiré, en fait, il nous faisait rire, tu vois. Quand on n'était pas inspiré, il balançait des gags, il se foutait de notre gueule, des trucs. Puis il avait un panneau, en fait, c'est lui qui écrivait les structures. Alors, je ne dis pas que c'est lui qui écrivait dans le sens, c'est lui qui organisait toutes les structures, mais c'est lui, il avait son tableau et c'était près du mur là, et donc c'est lui qui... Et aussi il savait bien dessiner, donc il faisait des fois il faisait des caricatures de moi et tout ça, c'était assez drôle. Mais en fait, ce que j'ai compris des années après, en fait il utilisait l'humour pour nous distraire, parce que la créativité, c'est... souvent, c'est pas vous qui allez vers la créativité, c'est la créativité qui vient vers vous. Et il faut être dans cet état où vous ne forcez pas trop, en fait. C'est comme les rêves, Et je crois que lui, alors consciemment ou inconsciemment, on n'en a jamais parlé, il avait compris ça. Et en fait, quand il voyait que le jus créatif venait pas, alors peut-être c'est juste parce qu'il s'ennuyait, il nous faisait rire et tout, il balançait ses gags, ses machins. Et tout d'un coup, on se mettait tout d'un coup, ce quart d'heure humoristique, et il finissait par une bonne idée qui venait justement. Donc, sans Chris, c'était un peu... Kenny et moi, en fait, on se regardait comme ça, on essayait et tout, et voilà, la mayonnaise ne prenait pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Et après, Kenny a été vraiment cool. Parce qu'on répétait, il travaillait dans une usine d'armement dans le nord de San Diego. Et en fait, sa boîte nous laissait la nuit répéter là. Tu vois. Et moi, j'ai toujours continué avec Black Sea Storm. Donc à côté, je faisais toujours ça. Pour moi, c'était un peu comme la salle de sport. En fait, c'est un peu la salle de muscule pour un footballeur, en fait. J'ai toujours fait ça à côté parce que ça gardait ma créativité éveillée. Et en fait, Kenny a vu que ça ne marchait pas avec Chaining Corp et puis il m'a dit, tu sais quoi, j'ai parlé avec mon patron, toi tu peux rester ici, tu continues à faire tes enregistrements et tout, et nous on arrête le groupe, quoi. Donc ça, il a vraiment été un frère là-dessus. Donc je suis resté un bout de temps là-bas, mais c'était loin, il fallait que je fasse 45 minutes pour aller, 45 minutes pour revenir. Mais j'utilisais ça, en fait je faisais des CDR de mes morceaux en fait, que j'enregistrais. En fait j'utilisais ce temps, heure et demie pour aller et venir, pour écouter mes nouvelles idées, structurer les morceaux et tout ça. Et c'est cool, les autoroutes, c'est la 5, non c'est le 805 qui devient 5. Donc j'essaie d'être productif comme ça. Et après j'ai commencé à travailler dans un restaurant et j'ai vu un des gars que je connaissais de la scène de San Diego et lui m'a dit ouais, en fait je suis gérant de plein de salles de répète. Et nous on a une salle de répète. Et si tu veux, on te prend avec nous. Donc tu nous payes, je crois qu'il me chargeait genre $100 par mois. Et tu peux jouer avec ma batterie et tout. Et moi, comme je travaillais au restaurant, en fait je faisais les enregistrements. Je faisais les enregistrements la nuit. Donc c'était super. Et comme la nuit, en fait les gens ils répètent pas. J'allais vers minuit. De minuit à 4h, 5h du mat, je faisais mes enregistrements. Donc c'était pas un studio d'enregistrement, c'était un studio de répétition.
Mais je faisais ça et j'avais accès à, des fois j'avais accès à 3 batteries, parce qu'on partageait avec 3 groupes et tout. Et là c'était plus proche du restaurant où je travaillais, où j'habitais et tout. Plus vers North Park, si vous connaissez San Diego. Et donc j'ai continué comme ça. Et après, j'ai joué comme musicien de scène avec un gars qui s'appelle Kansas Thibodeau, un super musicien. Là aussi, du coup, lui, il est vraiment musicien professionnel. Je crois qu'il fait de la musique, de films, musique pour jeux vidéo. Vraiment un bon musicien. Et en fait, il était dans des groupes, un groupe qui s'appelle Tarentelle, que moi j'écoutais quand j'étais encore avec Swan en Suisse. Donc j'écoutais ça comme fan. Et après, justement, Kansas est venu à San Diego depuis San Francisco. Il a rejoint Sleeping People en tant que bassiste. Et pendant un long moment, je ne savais pas que lui, c'était Kansas de Tarentelle, en fait. Donc on est devenus amis et machin. Et puis après, je me rends compte que le gars, j'ai acheté ses compact disques quand je vivais encore en Suisse. Donc j'ai fait une 30aine de concerts avec lui. C'était vraiment cool. Parce que comme lui, là, il avait un renom. Là, on arrivait à accéder à des concerts qu'avec Chaining Cop, des fois, on avait de la peine. Donc avec Chaining Cop, on est arrivé à un certain stade. Après, des fois, avec l'élite, on a aussi fait des super concerts. On a ouvert pour des grands groupes et tout, mais il y avait toujours une élite où on n'arrivait pas à entrer à San Diego. Et là, grâce à Kansas, plein dedans. Donc je suis rentré, donc c'était vachement... pour la carrière et tout, c'était vraiment bien. Carrière, expérience, et lui, c'est vraiment un bon gars. Vraiment c'est un bon ami. Et donc j'ai fait ça, et après, avec le restaurant, les gens qui quittent les groupes et tout, ça commençait à devenir un peu difficile au niveau de poursuivre la carrière rock. En fait, ce que je me suis dit, je vais tourner à Black System, ça va être mon projet, ça va être un groupe de rock. Donc j'ai continué, j'ai commencé à sortir des albums. Là, en fait, après 2010, en fait, j'ai sorti un vinyle. Mon premier jet avec Black System officiel, j'ai fait un vinyle qui s'appelle Onja Onsus. Ah ouais, aussi ce qui s'est passé avec Black System, c'est que jusqu'en 2010, je chantais en anglais. Donc c'était un peu parce que j'avais commencé le projet pour justement appuyer, supporter Chaining Cop et être plus à l'aise avec le chant et tout ça. Mais en 2010, je commence à écrire ce morceau Onja Onsuz en anglais et tout d'un coup, je le finis en turc. Je me dis, oulala, j'avais toujours un complexe. En fait, c'était le turc, mes artistes préférés, c'est soit, voilà, ma relation avec l'écriture en turc, c'était soit c'est inatteignable, des gens comme Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca, juste incroyable. Donc je voyais la chose inatteignable avec mon niveau de turc. On est grandi en Europe et tout. Ou vraiment les paroles à l'eau de rose, oui tu m'as quitté, Istanbul est une prison sans toi. Voilà, donc et tout ça, je regardais un peu, comme ils disent les Américains, lowbrow. En fait, je regardais un peu de haut ça et de en bas mes héros turcs du rock. Et pour ça, j'avais ce complexe. Je me disais, j'aurais jamais écrit des paroles qui me plaisent. Et là, avec Onja Onsuz, c'est venu tout seul en fait. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est juste un morceau comme ça ou ça va... Et avant ça, j'avais écrit un morceau. J'avais pas de local de répète. J'avais écrit Kırık Camlar, les verres cassés. Et ça, c'est mon vrai premier. Je l'ai sorti beaucoup plus tard. Mais c'est mon vrai premier
morceaux en turc. Et là aussi, c'était venu tout seul. Donc après Onca j'étais... Je savais pas cette histoire d'écrire en turc. J'avais aucun contrôle. Ça venait comme un rêve. Donc je me suis dit, ouais, je vais pousser l'enveloppe. Donc je me mettais un peu dans cet esprit rêve. En fait, je gérais un restaurant mexicain. Donc toute la journée, je travaille, des super longues heures. Après, je fermais le restaurant et j'arrivais au studio, genre minuit, 1h du mat. Et déjà, j'étais complètement free, mais ça me faisait du bien. En fait, c'était un peu comme un exutoire de tout le stress de la journée, en fait. Et là, ça commençait à prendre. Et mon patron mexicain, c'était il a fait fortune en vendant des tacos. Et c'était un fan de matos, en fait, de guitare et amplificateurs, soit vintage, soit boutique et tout. Donc pour la musique, on n'avait pas trop le même goût. Mais pour le matos, le gars il connaissait plus que moi. À l'époque, il ne savait pas jouer deux notes. Genre vraiment, il avait ses guitares à 20 000 $, 30 000 $ et il n'arrivait même pas à bender et tout. Je me sentais mal, quoi. Et donc, c'était pas du tout un musicien à l'époque. Alors, il s'est passé beaucoup de temps, alors peut-être qu'il a appris à jouer. Mais des guitares incroyables et connaissances. Il connaissait 10 fois plus que moi. Moi, j'ai jamais été trop matos. Le matos, je vois toujours, si ça m'inspire, voilà, j'ai jamais été collector. Mais si voilà, un son m'inspire, j'ai envie d'avoir cette guitare, j'ai envie d'avoir accès à cette guitare. Et là, il me prêtait ses guitares et on les vendait sur eBay et tout. Des fois, on avait besoin d'argent pour le restaurant. Donc, c'était vraiment super. J'avais accès à super matos. En fait, tout le monde me soutenait, en fait. Ça a commencé avec Kenny qui m'a soutenu. Et Kenny aussi me prêtait sa batterie. Kenny avait une batterie. Et après, quand je suis revenu à San Diego, Nick, mon ami Nick, lui m'a prêté sa batterie. Et mon patron qui me prêtait des Fender, j'avais un Silverface 74, du bon matos. Et avec l'argent que j'ai fait au restaurant, je me suis acheté une custom shop, reissue 1960 Gibson Les Paul. Et c'est super parce que moi les Les Paul, j'adore les Les Paul, le corps et tout. Mais le manche il est un peu large pour moi. J'ai toujours un peu de peine à jouer les Les Paul classiques. Mais celui-là, je crois que c'était 60 ou 61. En fait le bout du manche il est un peu plus fin. Donc c'était parfait pour moi, parfait son et tout. Donc ouais, c'était vraiment la bonne époque de Black System. Après, vers 2010-2011, a commencé Spotify et toutes ces plateformes. Et moi, en fait, je me suis dit, voilà, maintenant je vais sortir mes albums de manière officielle. Donc j'ai appris donc nous, on était déjà avec Chaining Cope, on était déjà sur CD Baby, et puis on faisait des CD physiques à l'époque avec CD Baby. Et là, ils ont commencé la distribution digitale et tout. Je suis allé avec eux. Ils sont devenus mon distributeur. Ça, c'était vraiment genre au tout début. Hein. Genre mon username, je crois, avec eux, c'est toujours Alioscan. Il n'y a pas d'autres alias que toi. C'était genre un des premiers. Et parce qu'on venait avec Chaining Cope, c'était notre deuxième album. On l'avait imprimé avec eux. Et après, un label a racheté, quoi. Mais 5440 or Fight, c'était notre label à Michigan. Et donc j'ai commencé à sortir les albums et après voilà, j'ai fait une erreur, je suis revenu en Suisse. Parce qu'en fait durant tout ce temps aux États-Unis, je pense que je ferai d'autres vidéos. En fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai repris les études parce que j'avais arrêté les études en Suisse. J'ai repris les études aux États-Unis. En une semaine, j'ai passé mon bac et le GED, High School Diploma. Après, j'ai fait 3 ans dans un community college, San Diego City College.
Et après, j'ai transféré à UCSD. J'ai transféré à UCSD et j'ai loupé les honneurs d'un centième, mais j'ai fini. Je suis diplômé de UCSD, j'ai un diplôme avec la signature de Arnold Schwarzenegger, parce qu'il était le gouverneur à l'époque. Donc j'ai fait tout ça, j'avais des bons papiers, mais après j'ai eu des problèmes de... J'ai eu des papiers pour travailler. Et mais à la fin, je savais pas très bien comment. Ouais, j'ai pas bien utilisé. Il y a eu la crise de 2008. En fait, je travaillais en tant qu'interne dans une boîte et eux devaient me sponsoriser. Ils devaient me sponsoriser et après il y a eu la crise de 2008 et on a perdu genre 45% du chiffre du jour au lendemain. Et ils m'ont dit, ouais, là, tu peux rester jusqu'à la fin de ton permis de travail, mais on ne va pas pouvoir te sponsoriser parce que ça coûte un coût. Donc après, donc je pensais déjà à revenir en Suisse et tout. Mais en fait, je me suis fait récupérer par mes amis mexicains. En fait, donc mon patron, en fait, il m'a donné des opportunités de travail et après, il m'a fait Donc j'ai commencé avec des petits boulots. À gauche à droite, on vendait des trucs sur eBay, ensemble, les guitares et tout ça. Et après, les invendus des grands magasins, on vendait ça sur eBay pour le Midwest où il n'y a pas justement ces grands magasins. Et après, il m'a embauché comme gérant en fait. Comme gérant d'un restaurant moyen pour taille moyenne pour les États-Unis. Donc c'était une super opportunité, je gagnais beaucoup d'argent et tout, mais comme j'avais mon diplôme en informatique et tout, je me disais, ah mais en fait j'ai pas le retour sur investissement, en fait j'ai fait un super mauvais calcul. Donc je suis rentré en Suisse pour justement trouver du travail dans l'informatique et j'ai trouvé en 2 semaines. Et là j'ai fait un peu carrière, je suis devenu directeur des opérations après 2-3 ans en tant que... j'étais quoi? Customer Service Manager. J'ai aidé la clientèle, c'était plus technique. Mais de là, je suis devenu directeur des opérations. Après la boîte, je ne sais pas si elle a vraiment fait faillite ou pas, mais en tout cas, ils ont fermé la succursale à Genève. Donc j'étais le dernier, on faisait les cartons avec le patron et tout. Et là, j'ai décidé de quitter la Suisse. En fait, je me suis rendu compte. J'ai commencé à jeûner. Donc, ça, c'est aussi une partie de ma vie. J'ai des chaînes YouTube à ce sujet. J'ai découvert le jeûne en 2016. Je mettrai peut-être les liens en dessous. Et donc, le jeûne a changé ma vie, en fait. Le jeûne m'a permis de reconnaître que j'étais pas heureux en Suisse. Alors que sur papier, j'avais tout, quoi. Je gagnais beaucoup plus que la moyenne. Le monde entier voudrait vivre en Suisse, n'est-ce pas? Vivre dans une ville comme Genève et tout. Mais j'étais pas heureux. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, au restaurant mexicain, j'étais vachement plus heureux. Et là, c'était vraiment une grande leçon de vie pour moi. En fait, j'ai un peu agi avec du appris par cœur. Moi, je me suis dit, voilà, tu as fait une grande université, tu as un col blanc maintenant, donc il te faut trouver un job col blanc. En fait, j'ai dénigré, en fait, j'étais gérant d'un restaurant et je gagnais super bien ma vie. Et aux États-Unis, il n'y a que ça qui compte. Si tu aimes ton travail et si tu fais de l'argent, tu vois. Et là, je me suis appris par cœur, ça vient de la famille, de la culture et tout. En fait, je me suis dit non, il faut vraiment que j'ai investi 6 ans à étudier tout ça. Maintenant, il faut que je rentre dans le rang. Et le pire, c'est que ça a marché. Mon plan, ça a marché. Mon plan de retour en Suisse, ça a marché, mais exactement comme j'ai planifié. Mais je n'étais pas heureux. C'est ça, c'est une grande leçon de vie. Donc après, j'ai décidé
justement de partir. Je me suis dit, ouais, je ne vais pas me reprendre la tête avec toutes les histoires de papier aux États-Unis, tout ça. Et puis je me suis dit, ouais, j'ai déjà vécu 11 ans et demi là-bas. Et puis avec les tournées et tout, j'ai vu pas mal de coins aux États-Unis. Donc je me suis dit, ouais, on va aller au sud. Donc je ne suis pas allé à Ushuaia, mais je suis allé en Argentine. Donc ça a commencé comme ça et je suis allé avec mon premier plan, c'était d'ouvrir un café 3e génération qui utilise que des laits végétaux à Buenos Aires. Ça, c'était mon premier plan. Après, j'ai abandonné ce plan et je suis devenu nomade. Et après, en devenant nomade, je me suis rendu compte que, en fait, quand je jouais dans des groupes, le plus dur, c'était vraiment le plus dur avec les groupes, c'était de coordonner les tournées, en fait. Parce que 3 à 4 personnes doivent prendre du temps libre en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait de pépins, tout ça. Donc les tournées, moi j'adorais tourner et je pense que c'est ça qui faisait grandir le groupe. Mais c'était toujours très très compliqué à organiser. Et là, en devenant nomade, je me suis dit, hey, mais maintenant ta vie c'est une tournée. Donc techniquement, je pouvais jouer tous les soirs. Donc j'étais à Querétaro et je me suis acheté une guitare acoustique à $100, guitare chinoise. Et je suis allé sur Spotify et j'ai commencé à apprendre mes propres morceaux. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai appris mes propres morceaux. Et avec Chaining Cope, comme je jouais de la basse et je chantais, j'avais déjà j'avais fait pas mal de progrès avec l'indépendance, jouer et chanter. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire des versions acoustiques des chansons de Black System. Jusqu'alors, Black System, c'était vraiment qu'un projet d'enregistrement en fait. Donc j'ai fait ça et apprendre les morceaux et tout. Et après Querétaro, je suis allé à Lima, Pérou. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, là, t'arrives pas mal à jouer et chanter en même temps. Donc je me suis dit, il faut que tu t'entraînes à jouer devant des gens. Parce que être bassiste, c'est comme vous êtes défenseur central dans une équipe de foot et maintenant vous devez jouer attaquant. Ça n'a rien à voir. Donc je me suis dit, pour m'entraîner, et vous êtes tout seul, c'est ça. Donc là, je me suis dit, pour m'entraîner, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la rue. Je vais mettre le nom de mon groupe sur un carton, je vais écrire et mon lien Spotify. Et je vais m'entraîner comme ça m'entraîne à jouer devant des gens et aussi je vais promouvoir mon groupe. Donc j'étais à Miraflores, je vais là-bas, je mets ma fourre de guitare par terre, mon petit signe, je commence à jouer. Et là, il y a une dame qui me voit, je pense qu'elle venait des pays du Golfe, elle avait un tchador. Elle me voit jouer et elle commence à vraiment s'exciter. Oh my God, oh my God. Elle était vraiment super heureuse. Donc au début, je me dis, est-ce qu'elle me connaît? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle arrive avec une énergie positive incroyable. Et sur ma... Parce que moi, à la base, je voulais pas faire de l'argent, en fait. Je voulais juste m'entraîner et promouvoir Black System dans la rue. Et elle vient et puis elle met un billet d'$1 sur ma four. Et du moment où elle fait ça, et là, on est à Miraflores, où il y a les falaises, on voit la mer. C'est un endroit féerique. Et là, c'est le coucher du soleil. Donc moi, je joue mes morceaux un peu romantiques et tout. Et il y avait un mur, en fait, il y avait aussi un muret, en fait, qui faisait que, en fait, ce que je jouais, ça résonnait comme ça. Et donc, l'acoustique était assez bonne. Et là, après qu'elle mette, donc elle met, c'est $1, bam, les gens ils commencent tout le monde commence à donner de l'argent et tout, il y a de l'engouement. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'en jouant 2 heures, en fait, je payais mon loyer. Je louais une chambre, je louais juste une chambre de bonne dans un Airbnb avec une famille péruvienne. Donc, je sais pas, je devais payer $15, un truc comme ça. Donc, en 2 heures, je me faisais les $15. Et la 3e heure, j'arrivais à faire l'argent pour manger, en fait. Donc, je me suis dit, cool, ça c'est vraiment une pierre, 3 coups. Non seulement je
je m'améliore à jouer devant les gens, je promouvois Black Sea Storm et voilà, un peu d'argent de poche. Donc j'ai fait ça musicien de rue pendant un moment. Et c'était un super entraînement jusqu'au jour, c'était en 2019. J'ai eu un problème avec mon service militaire turc. Et j'ai dû revenir à Genève en fait pendant 2 mois. Je ne pouvais pas rentrer en Turquie. Je devais régler ça parce que j'ai fait l'armée en Suisse. Donc je devais régler ça en Suisse avec le consulat de Turquie. Et pendant 2 mois, j'ai passé à Genève. Et là, voilà, donc bon, je vivais chez ma mère et tout, donc j'avais pas de loyer à payer, j'avais pas d'assurance, tout ça. Donc tout ce qui est cher en Suisse, j'avais pas à le payer. Et là aussi, j'ai commencé à jouer dans la rue en Suisse. Et ça m'aidait beaucoup. Hein. Je me faisais 10, 15, 20 francs suisses par jour. Et en fait, vu la situation dans laquelle j'étais, ça m'aidait de jouer dans la rue. Après, je suis revenu au Mexique. Après avoir résolu le problème des papiers. Je suis revenu au Mexique. Et là, en fait, il y avait un théâtre. El Teatrito. C'est un théâtre dans l'état du Yucatan, à Mérida. Et eux, ils m'ont donné ma chance. Ils m'ont dit, on va te donner 2 soirs. Donc c'était 2 samedis, 2 samedis consécutifs. Ils m'ont dit, ils m'ont donné ma chance. Donc c'était le premier concert. Donc j'ai commencé Black Sea Storm en 2002. Et 2019, j'ai mon premier concert live. Et donc je me suis vachement entraîné et tout, parce que j'ai jamais joué devant des gens comme ça, comme guitare acoustique, chant. Et j'oublierai jamais. Donc j'étais assez détendu, je me suis super bien préparé et tout. Mais j'ai toujours fait des concerts de rock avec des groupes. Là, je suis tout seul, donc chaque fausse note, ça s'entend, quoi. Je commence, donc j'étais bien et tout. Après, ils me disent, ouais, tu peux commencer. Je commence le concert, le premier morceau. J'étais bien, genre 15 secondes dans le morceau. J'ai eu je sais pas ce que j'ai eu. Nervosité extrême. J'ai commencé à avoir comment mes mains, ils ont commencé à se bloquer. C'était vraiment très dur. Là, ça avait tellement rien à voir avec... parce que c'était un bon théâtre, il y avait des retours et tout. Mais ça n'avait rien à voir avec jouer du rock. C'était beaucoup. Bon, tout est difficile, mais là, c'était vraiment... tu es tout seul. Tu es tout seul, tu joues 2 instruments et tout s'entend. Et là, je me suis dit, là, 15 secondes dans le concert, et j'avais un set de 45 minutes. Je dis, mais comment je vais finir le morceau, quoi. C'était à ce point-là, mais après, vraiment super stressé. Premier morceau, mais après, en jouant et tout, je me suis détendu et tout. Et c'était pas mal pour un premier concert. Mais ça s'est senti, les gens du théâtre et tout, ils m'ont dit, ouais, j'étais nerveux. Et après, toute la semaine, bosser à fond, penser à tout ce que me préparer mieux mentalement et tout. Et le deuxième concert, ça a été beaucoup mieux. Et après, j'ai commencé à booker des concerts et tout. Et puis donc, j'ai tourné ma vie en une tournée, une espèce de tournée sans fin. Donc, parce que techniquement, je pouvais jouer tous les soirs. En fait, c'est ça que je me disais. Même si on me donne $20, même si j'arrive à générer $20 par jour, si je joue tous les jours, je peux vivre. C'était ça. Et après, avec... voilà, ça va promouvoir Spotify, ça va promouvoir les ventes en ligne et tout. Donc, j'avais un business model un peu foireux comme ça, mais c'était faisable. Après, ce qui était vraiment difficile, parce que moi, dans ma tête, c'était toujours, quand je jouais dans des groupes, ce qui manquait, c'était l'opportunité de tourner. Genre pas opportunité, disponibilité de tourner.
il y avait toujours de la demande et chaque fois c'était ah non, je peux pas à cette date, là non, comment, parce que tu dois coordonner tant de personnes. Et là en fait j'avais le répertoire, il n'y a que moi et je veux tourner. Donc en fait toutes les étoiles étaient alignées. Mais du coup je me retrouve en Amérique latine en chantant en turc et le groupe il n'est pas du tout connu. Donc là ça a été vraiment, c'est pas les gens qui me couraient après, c'est moi qui courais après les... Donc je me faisais envoyer balader 10 fois pour avoir un concert. Donc c'était, à un moment donné je passais plus de temps à écrire aux gens, téléphoner aux gens pour avoir des concerts que de jouer, quoi. Et donc ça a été dur, mais jusqu'à la pandémie, j'avais un bon rythme. J'ai un bon rythme, c'était des bons concerts et tout. Après la pandémie, ça a tout foutu en l'air. J'ai été bloqué 6 mois en Uruguay. J'ai fait 2 concerts pendant tout le 6 mois. J'ai quand même réussi à faire 2 concerts un peu... des concerts illégaux. Parce que voilà, il y avait toutes les mesures liberticides, tout ça. Et après, après, je suis retourné. Parce qu'en fait, j'étais parti sur une tournée. J'étais à Buenos Aires et en fait, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais ma guitare électrique, ma basse et mes objets lourds étaient à Buenos Aires dans un dépôt. Et en fait, ce que j'ai fait 3 fois, c'est... En fait, je tournais pendant 8-9 mois tous ces pays. Et après, j'allais enregistrer 2-3 nouveaux morceaux avec l'électrique et la basse. Je le lançais sur les plateformes et je reprenais la tournée. Et la 3e fois, je suis arrivé à Buenos Aires, enregistrer les morceaux et mis toutes mes affaires dans le dépôt, pris le bateau le 10 mars 2020. J'ai pris le bateau, je suis passé à Uruguay, j'avais même un billet d'avion pour le Paraguay. Et j'avais déjà des concerts en Uruguay. Et en fait, je voulais aller le plus possible jusqu'au Mexique, en fait. En essayant de jouer dans chaque pays, un peu à la Mano Negra, Mani Chao, mais en turc. Je voulais un peu faire ça. J'arrive le 10 mars, le 13 mars, ils ferment les frontières. Je suis resté bloqué 6 mois. Je reste bloqué 6 mois en Uruguay. Et après, quand les frontières ont ouvert, j'ai continué. J'ai pas voulu faire la tournée comme ça. Je me suis dit, ouais, je vais aller... J'avais aussi une copine au Mexique et tout. Elle a eu des problèmes. Donc c'était tout lui. En fait, moi, je suis parti. Elle a eu des problèmes de santé, des problèmes de boulot. Et la pandémie, en fait, elle a eu 2 fois la maladie qu'on ne veut pas trop dire le nom sur YouTube. Donc en fait, j'avais un peu le réflexe du bon copain. Je me suis dit, ouais, dès que les frontières ouvrent, je vais aller la revoir. Donc je suis allé direct à Querétaro, mais elle ne voulait pas me voir. Donc après, elle a commencé à utiliser des substances et tout. Perdu beaucoup. C'est le pire des substances en fait. Dans la famille des substances nocives, c'est le pire, où tu perds tes dents, machin, tout ça. Donc elle ne voulait pas me voir. Donc je suis quand même resté 1 mois, tu vas dire voilà, je suis là si au cas où tu as besoin de quelque chose. Elle ne voulait pas me voir. Après je suis parti, je me suis dit voilà, je vais continuer là. Il y a de la musique, je vais essayer de pas me faire striker. Et après voilà, j'ai continué à tourner. Donc c'était beaucoup plus difficile d'avoir des concerts. Les gens étaient encore un peu parano et tout. Mais même à Querétaro, j'ai fait des concerts. En fait, pendant que j'attendais de voir si elle voulait me voir ou pas, je faisais quand même des concerts. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller dans les régions du Mexique que je n'ai pas encore connues. Donc je suis allé à Guadalajara. J'ai fait un concert là-bas. Je suis allé à
Puerto Vallarta. Et Puerto Vallarta, c'était un peu cher, j'ai pas trop aimé, c'était trop touristique. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait un espèce de restaurant végétarien. C'était un couple mexicain-américain qui était revenu, donc ils se sont fait pas mal d'argent aux États-Unis et puis là ils avaient ouvert un business à Puerto Vallarta. Et ils m'ont dit ouais, tu sais quoi, si tu es sur un budget, tu es musicien machin, va au Sinaloa, va à Mazatlan, tu as la plage, tu as tout et c'est pas aussi cher. Donc je vais à Mazatlan et là coup de cœur, j'adore Mazatlan. Les gens du Sinaloa ils sont super sympas, c'est beaucoup moins cher que les endroits touristiques, on a les meilleures plages et tout. Donc je suis là, super et tout. Et près de Nouvel An, Noël, Nouvel An, en fait mon propriétaire il me dit ouais non Mazatlan c'est la saison haute et moi j'ai loué ton appartement donc il faut que tu partes. Et je me dis non, j'étais tellement bien ici. Donc je me dis où je vais aller. Je prends la carte du Mexique et je vois un endroit qui s'appelle Hermosillo. Et moi en fait quand je vais à San Diego, un de mes groupes préférés à San Diego c'était un groupe qui s'appelait Tristeza, un groupe post-rock instrumental. Et le bassiste il s'appelait Luis Hermosillo. Et je suis fan de ce groupe, lui c'est bon, c'est un copain aussi. Et donc je me suis dit ouais je vais aller à Hermosillo. Donc je suis allé à Hermosillo, je reste quelques jours. À l'époque je mangeais, contrairement à maintenant je suis carnivore, mais à l'époque je mangeais, c'est une époque où je mangeais pas de produits animaux. Donc je trouve ce restaurant, ils servent ce genre de nourriture. Et j'avais déjà, en fait je voulais aller jusqu'à Tijuana, comme j'avais vécu à San Diego. Je voulais aller jusqu'à Tijuana et après peut-être traverser la frontière, retourner à San Diego. Donc j'ai booké, donc c'était mes derniers jours à Hermosillo, je book un Airbnb, un espèce de chalet bungalow à Mexicali, à la frontière. Et genre c'est mon dernier jour, je mange là-bas et le patron il me dit ah mais t'es musicien? Je dis ouais, originalement je suis bassiste et tout. Et lui il me dit ah moi aussi je suis bassiste. Donc on commence à parler et tout et à ce moment-là il y a son delivery boy qui rentre et il me dit lui aussi il est bassiste. C'est Cacho Olivares. Et là c'était, donc j'ai eu cette image, donc moi je suis bassiste, lui il est bassiste, Cacho il est bassiste, donc ça fait un triangle. Et j'étais venu à Hermosillo parce que le nom du bassiste de Tristeza, Luis Hermosillo, donc ça a fait une espèce de pyramide de bassistes comme ça, j'ai eu cette image dans la tête. Et je me dis non, et Cacho il me dit ouais, là avec la pandémie et tout ça, le gars il est vraiment bassiste professionnel, il fait plein de gigs et tout. Et il dit ouais, là avec la pandémie, je me suis mis à la production parce que voilà, il n'y a pas autant de gigs qu'avant et tout. Donc il me montre quelques trucs qu'il a fait. Il va sur Spotify, il commence à écouter Black Sea Storm. Il me dit si tu veux, je t'enregistre un album. Et ok, super. Et les prix c'était super, c'était vraiment. Il me dit voilà, avec batterie c'est autant, sans batterie c'est autant, mais c'était vraiment. C'était. Considérer que le travail que ça prend, c'était vraiment donné quoi. Bon marché, pas donné mais très bon marché quoi. Et là je lui dis en fait ce que j'ai fait, j'ai déjà fait une réservation à Mexicali, mais je lui dis laisse-moi penser parce que je sais que dans le rock les opportunités ça vient qu'une fois. Donc je prends le bus depuis Sonora à Mexicali. Et là, ça c'est vraiment la tronçon en bus que je déteste le plus. C'est là où il y a le plus de contrôle. Il y a tous les cartels, les machins. Donc je me fais pas mal, j'ai passé pas mal d'interrogations, que ce soit des militaires, du cartel. Il y a plein de checkpoints en fait. Et moi avec mon profil, ça fait vraiment
Le gars, il a un passeport suisse, mais il a un nom turc. Il parle vraiment bien espagnol. Qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Donc j'arrive à Mexicali et je pense que c'est une des villes que j'aime le moins du Mexique. Ça n'a rien à voir avec le Mexique. Mais j'étais dans un espèce de chalet comme ça. L'acoustique était super bien. Donc pour Black System, ça m'avait trop inspiré. Mais il y avait quelque chose de malsain en fait. Tu as l'impression à Mexicali qu'ils savent tous quelque chose que tu ne sais pas. Il y a un crime, il y a quelque chose qui s'est passé que eux ils savent, mais toi tu ne sais pas. Tu sais. Et vraiment bizarre comme endroit, la bouffe horrible, rien à voir avec la bouffe mexicaine, c'est horrible, tout horrible. Mais ce chalet était bien, bonne acoustique, c'était tout du tapis et du bois, donc ça sonnait bien. Et là je me dis, donc est-ce que je continue à Tijuana ou je reviens à Hermosillo? Et là je me dis, ouais, les opportunités ça vient pas. Et puis là j'avais, en fait tous mes morceaux acoustiques, en fait je me suis inspiré en fait j'ai adapté mes morceaux électriques à l'acoustique. Et en faisant tous ces concerts, ben, ces morceaux ils sont devenus différents en fait sur l'acoustique. Et là je me suis dit c'est une super opportunité pour pouvoir les enregistrer, ces versions-là. Et là, j'ai un producteur avec une bonne oreille et tout qui est Gong Ho. Et parce que faire des albums comme ça en studio, quand tu es un groupe, c'est quelque chose, mais quand tu es tout seul, tu dois tout payer toi. Tu vois. Et là, il me fait un prix. Donc j'appelle Cacho, je lui dis réserve le studio, j'arrive. Donc je reste jusqu'à la fin de ma réservation à Mexicali. Après, je refais tout. Là, au retour, c'était beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins de checkpoints. Parce que comme les stupéfiants, ils vont du sud au nord, il y a beaucoup plus. Et là, je crois qu'à l'aller, j'avais fait en 15 heures et là, j'ai fait en 11 heures. Je reviens et tout, et là, on commence à enregistrer avec Cacho. Donc, tous les soirs, donc lui, il finit son shift de delivery boy. Et le soir, je vais chez lui, dans le désert du Sonora. Je vais chez lui en Uber. Et les Uber, ils ne veulent pas me prendre parce que je suis étranger. Et là-bas, il n'y a pas d'étrangers. Et ils ont super peur. C'est un endroit assez dangereux à Hermosillo. Et c'était super risqué d'aller dans le désert comme ça la nuit et tout. Donc y aller, ça allait encore, mais revenir à 4-5 heures du matin, trouver un Uber qui m'accepte et tout. Et Cacho, en fait, il menaçait les Uber, il disait « Ah, lui, il est avec nous, donc s'il lui arrive un truc, c'est pas parce qu'il est étranger qu'il faut abuser de lui. Nous, on est super fort sur Hermosillo, on vous retrouvera. » Il menaçait chaque... Et j'ai pris genre, pour faire l'album, ça a pris 2 mois. Parce que Cacho, il apprenait aussi, on a eu des problèmes, il a renversé de la bière sur son ordi. On a eu pas mal de soucis. Ça a pris 2 mois. Mais voilà, il y a eu un album. En fait, ça s'appelle, en turc, l'album, ça s'appelle Les enregistrements du désert du Sonora. Sonora Çöl Kayıtları. Et l'album, il est sorti. Il vaut ce qu'il vaut, avec les moyens du bord. Mais l'aventure était incroyable. Après, je suis allé en fait, le temps que j'étais là-bas, en fait, on me conseillait qu'il y avait un endroit incroyable dans la baie de Californie. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est San Bernardino. Je suis pas certain. Mais c'est incroyable. Vous avez les montagnes comme dans le Utah et il y a la mer. Donc je suis allé là-bas, j'ai fait un peu de tourisme, je suis allé 3 jours là-bas. Incroyable, j'ai jamais vu quelque chose pareil dans ma vie. Et après, en fait, je voulais aller à Tijuana, c'était ça mon but. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment... Parce que là, en fait, les 15 heures de route, c'était déjà plus parce que j'étais déjà un peu plus au sud. Donc là, je me lève tôt le matin et je me dis, ouais, je vais y aller... parce que je voulais pas voyager de nuit.
là, dans le désert, près de la frontière et tout, c'est vraiment pas safe. C'est déjà pas safe, mais voyager de nuit, c'est vraiment, c'est super stressant. Donc je vais super tôt à la station de bus. Et là, ils me disent, en fait, on regarde si ça vaut mieux que j'aille sur Hermosillo et je prends un bus ou je prends un direct qui va passer dans quelques heures. Donc on fait les maths et tout, et en fait, ils me disent, non, en fait, le prochain bus, il est dans 6 heures. Et là, et en fait, où on était, c'était un peu dangereux, en fait. Je ne pouvais pas trop se balader. Donc je suis resté, il y avait une espèce de salle d'attente, mais avec genre 2 sièges, une mini salle d'attente. Et là, j'ai pris ma malle en patience. J'ai joué, j'avais ma guitare. J'ai joué pendant 5-6 heures, j'ai joué. Une fois de temps en temps, je sortais pour prendre un peu le soleil. Je sortais à l'entrée de où ils rentrent les bus. Un peu de soleil, je prenais un peu de vitamine D et tout. Et après, le bus, il arrive. Et là, je ne sais pas combien d'heures j'ai mis. C'était vraiment stressant. Il y avait du bruit. Je m'excuse. Ouais, c'était vraiment, j'ai mis, je sais pas combien d'heures j'ai mis, plus d'une vingtaine d'heures, je crois, pour arriver jusqu'à Tijuana, je sais pas combien de checkpoints, de trucs. Et après, Mexicali et tout, ça se complique aussi. Hein, tout ça. Après, il faut monter dans les montagnes et tout. Ouais, c'est... Donc j'arrive à San Diego. Moment... vachement romantique en fait, parce que j'ai vécu 11 ans et demi de l'autre côté de la frontière, et en fait j'avais derrière ma tête, peut-être que je retourne à San Diego, parce que j'avais beaucoup, j'étais très nostalgique pendant des années de San Diego, parce que j'avais une super vie là-bas. Donc tout le temps que j'étais en Suisse, en Amérique latine, j'étais un peu nostalgique de San Diego, mais le Mexique en fait ça a tué mon rêve américain en fait. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que, à part pour le rock, ce que j'aimais en fait, ce qui m'attachait vraiment à San Diego, c'était la culture mexicaine. Et maintenant que je connaissais le vrai Mexique, et là je suis allé plusieurs fois à la frontière, je regardais et tout. J'ai même mon ancien patron qui m'a appelé, hey, t'es là Donc on n'a rien parlé de spécifique, mais peut-être j'aurais même eu opportunité de travail sur San Diego. Et là c'était durant la période de la maladie dont on n'a pas le droit de dire le nom. Et les États-Unis c'était super strict. Donc pour moi c'était vraiment ouais, ça m'embêtait vraiment de... Je me suis dit non, là on est bien et tout. Et en fait j'ai décidé d'aller descendre, faire tout Baja California, aller jusqu'à Los Cabos. Et après, mon idée, c'était de retraverser avec le bateau, aller à Mazatlan. C'était ça mon idée. Et après, j'arrive à Los Cabos, je rencontre des musiciens. Et ils m'ont donné des opportunités de jouer. Et j'étais vraiment bien là-bas. Et en fait... mon idée, c'était d'aller au Guatemala, mais tout en bus. Et là, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible, parce que j'avais mon... Chaque fois, au Mexique, on me donnait 6 mois de visa, et là, mon visa, il allait expirer. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais rester Los Cabos jusqu'à mon dernier jour de visa, et après, je vais à Guatemala en avion. Donc, après, je suis allé au Guatemala. C'était super, j'ai fait des amis, mais j'ai pas réussi j'ai essayé de booker des concerts et tout, mais j'ai pas réussi à jouer comme ça pour moi dans la nature et tout, mais j'ai pas réussi à booker des concerts là-bas. Et après je me suis dit, c'est trop dommage de... En fait j'aimais vraiment que je faisais tout le tour comme ça depuis Mazatlan jusqu'à Tijuana et revenir en Baja California. Je voulais vraiment fermer la boucle. Donc j'ai pris un billet d'avion au retour de Guatemala, je suis revenu aux Cabos. Donc j'ai fait 2e fois aux Cabos, et là je suis resté dans... la première fois j'étais au Cabo San Lucas, et là j'ai fait l'autre Cabo, je ne me rappelle plus du nom.
qui est un peu plus tranquille, moins yacht, tout ça. Et après, je suis revenu quand même sur Cabo San Lucas. Et après, je suis parti à La Paz, Baja California. Et là, j'ai pris le bateau. Et c'est extraordinaire ça. J'ai pris le bateau pour Mazatlan. Vraiment extraordinaire comme expérience. La nuit, la Voie lactée et tout, c'est juste incroyable. Et l'arrivée à Mazatlan avec le phare et tout, c'est juste, c'est féerique. Et Mazatlan, voilà, ça commençait déjà à devenir un peu ma maison, ma nouvelle maison au Mexique. Donc je suis arrivé et tout, depuis le port. Et en fait, où je restais, j'aurais presque pu marcher en fait. J'étais à Playa del Sur, c'est là où j'ai découvert Olas Altas et tout ça. Donc voilà, donc là la vidéo elle commence à faire un peu long, c'était la vidéo de présentation. Donc oui, Black Sea Storm, donc c'est un projet qui a commencé en tant que laboratoire pendant que moi j'étais actif, jouer dans des groupes en tant que bassiste. Après c'est devenu un projet d'enregistrement et avec des albums officiels. Et après, c'est devenu un projet aussi live, de tournée et tout ça. Et là, j'en ai un petit peu parlé, mais j'ai aussi fait une tournée de Turquie. Donc, après avoir... je me suis rendu compte que j'avais vécu dans 23 villes au Mexique. Et je me suis dit, mais je ne connais pas autant de villes en Turquie. Donc après, en 2022, je suis allé en Turquie. Incroyable, tournée de Turquie, j'ai fait toutes les frontières. Syrienne, irakienne, iranienne, géorgienne. Vraiment, c'était incroyable. Grec et bulgare. Mes concerts étaient vraiment aux quatre coins de la Turquie. Je suis allé jusqu'à Şemdinli. C'est vraiment le coin du coin de la Turquie. C'est entre l'Iran et l'Irak. Très montagneux et tout. Et pas trop visité parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de sécurité dans le passé. Mais là, je suis allé au bon moment, j'ai eu aucun problème. Bon, là-bas aussi, il y a beaucoup de checkpoints. Mais j'ai eu aucun problème. J'ai pu jouer, faire mes concerts et tout. Donc ouais, j'ai pas mal de matériel pour d'autres vidéos, mais là, c'était juste voilà, une présentation. Donc ce projet Black Sea Storm, enregistrement, laboratoire, enregistrement, concert, tournée, voyage. Donc c'est un peu un projet que j'emmène avec moi partout où je vais. Et donc j'ai tous mes albums sur les grosses plateformes internationales et aussi voilà, il y a ce canal YouTube que maintenant je commence à utiliser en différentes langues parce que pendant très longtemps je ne voulais pas faire YouTuber. Moi j'ai fait tous ces voyages et tout, mais je me disais ah, moi je suis musicien, je ne suis pas YouTuber. Donc je voulais pas sauter sur ce wagon-là et ça ne m'intéressait pas de vivre toute mon expérience à travers une caméra en fait. Moi quand je vais dans des endroits, je value vraiment l'expérience personnelle. Donc ça m'embêtait de faire ça et je ne voulais pas me mettre en avant et tout. Et après j'ai commencé des business en ligne et tout. J'ai commencé une chaîne pour le jeune justement. Et là, voilà, je me suis dit, il faut que je me mette en avant pour passer le message. J'ai écrit un livre aussi. J'ai pas encore la version française, mais j'ai la version anglaise, anglais, américain et espagnol. En anglais, ça s'appelle For a Better Monday. Et en espagnol, Por un lunes mejor. Et j'ai aussi un produit qui supporte le jeune que je vends aux États-Unis, qui s'appelle Fasting Electrolytes. Et j'ai une marque qui s'appelle Youth Light. Donc je suis aussi businessman maintenant. Je suis businessman, digital nomade, musicien. Donc j'ai tous ces canaux et je parle toutes ces langues. Donc maintenant j'ai un peu l'impression qu'en fait tous mes petits talents en fait ils commencent à me soutenir dans la même direction. Donc voilà, c'est pour ça aussi je me suis un peu réconcilié avec le français. Français la langue. Et maintenant voilà, j'ai envie de faire aussi des contenus en français. Et là je me suis dit voilà, je vais commencer sur
sur la chaîne de Black Sea Storm, parce que sur Black Sea Storm, il y a toutes les langues. Donc il y a du contenu en turc, il y a du contenu en anglais, il y a du contenu en espagnol. Donc je vais commencer là et peut-être après pour les chaînes de jeunes ou de business ou d'autres, peut-être je ferai des chaînes vraiment spécifiquement en français, on verra. En tout cas maintenant, pour l'instant je m'éclate avec la vie que j'ai, les endroits où je vis, tous mes petits talents qui s'unissent pour soutenir cette aventure incroyable. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas Black Sea Storm, voilà, j'essaie d'expliquer en 1h10 un peu l'aventure. Je pars sur des tangentes dans mes vidéos, mais je trouve que c'est pas trop mal. C'est clair que si vous cherchez l'efficacité, c'est pas trop ça. Mais si voilà, vous cuisinez, vous écoutez ça, vous faites autre chose, vous écoutez ça un peu comme un podcast, je pense que ça le fait. Moi, je réécoute mes vidéos et j'ai du plaisir à les réécouter. Donc, et là, sur cette chaîne, on a déjà 27 000 abonnés et ma chaîne de jeunes en anglais à 70. Donc ça commence. Mais ça m'a pris un bout de temps. Pendant très longtemps, j'en avais genre 8-10. Et j'ai aussi la chaîne en espagnol. Là, j'ai 8 abonnés. Mais c'est comme ça commence. Black Sea Storm aussi, au début, il n'y avait pas beaucoup. Et puis après, ça a pris. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout si vous avez regardé toute la vidéo jusqu'ici. Un merci extra. Et j'espère qu'on se retrouve sur une autre vidéo de la chaîne, ou sur Spotify, ou autres plateformes, Deezer, avec la musique. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.